messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur Walf TV. Grève de 72 heures du personnel médical de l'hôpital régional de Ndioum. Ces travailleurs affiliés au SUTSAS dénoncent des pratiques peu orthodoxes de la directrice de l'hôpital, notamment dans la gestion administrative du personnel. À ce propos, voici Ousmane Daw, secrétaire général du SUTSAS de Ndioum, au micro d'Aboukan. Le dernier en date, c'est les modifications apportées dans l'article 6 des contrats de prestation en cours qui les privaient de bénéficier aux primes et aux avantages liés à ce poste. Pour rappel, le 1er mai 2013, le SUTSAS avait déposé sur la table un mémorandum dans lequel il demandait d'augmenter les salaires des prestataires à défaut de les recruter. C'est toujours le cas des qui est au menu. Comment faire pour les intégrer dans la motivation du personnel alors que cela n'a jamais fait l'objet de revendications au sein du SUTSAS. Le prestataire, c'est effectivement des 2 anesthésistes qui viennent ici les week-ends faire ce qu'ils ont à faire et repartir avec leurs bénéfices. Au lieu de redéfinir les clauses de ces contrats de prestations en cours, il serait mieux de réfléchir sur comment les recruter pour les permettre d'asseoir une sécurité sociale. Le SUTSAS opte pour un plan de recrutement, d'autant plus que parmi le personnel contractuel, il y a certains qui sont partis en retraite, d'autres sont décédés. Ces postes vacants peuvent bien les accueillir. Par conséquent, le SUTSAS marque son total désaccord à cette modification de contrat en cours, non pas dans son caractère discrétionnaire, mais c'est une décision qui va à l'encontre du personnel et elle est discutable aussi bien dans le fond que dans la forme. La gestion de l'hôpital, à l'heure actuelle, mérite d'être auditée. Il y a énormément de choses qui se passent ici qui n'est pas dans les règles de l'art. Les ordres de mission dont on a fait état tout à l'heure, les carburants qu'on distribue des médecins qui n'ont pas de véhicule, tout ça c'est des choses à revoir. Ça ne cadre pas pour la bonne marche de l'hôpital. La directrice de l'hôpital interpellée refuse de se prononcer. Assemblée générale des populations du quartier Tabangoy à Kaolack, les eaux stagnantes plutôt, ont fini de conquérir l'école et le foyer des jeunes submergés depuis le début de l'hivernage. Les habitants, confrontés à des difficultés sanitaires, interpellent les autorités compétentes dans cette correspondance de Mamadou Matassar. Les jeunes de Tabangoy, un quartier de la commune de Kaolack, montent au créneau pour dénoncer les maux dont souffre leur localité. Le poste de santé n'existe que de nom. Le foyer des jeunes est dans un état de délabrement. L'établissement scolaire de la localité est sous les eaux. Un poste de santé qui n'a même pas de maternité pour un quartier qui concentre pour un grand nombre de femmes. Là, c'est un danger pour nous. À l'école, après les ouvertures, les enfants restent presque 3 à 4 mois pour accéder normalement dans les salles de classe à cause des eaux stagnantes dans la cour de l'école et dans les salles de classe. Là aussi, c'est un problème pour les enfants. Là où nous sommes, c'est le foyer quand même des jeunes de Tabangoy. Et c'est malheureux et c'est déplorable vu l'état de délabrement de ce foyer en vue quand même des responsables, notamment les notables, les responsables quand même locaux et centrales. C'est pourquoi nous nous rassemblons aujourd'hui pour déplorer quand même cette situation. Parce que vraiment, on ne peut pas continuer à vivre ça. Pour un quartier qui est au centre de Kaolack, avec quand même une structure, une infrastructure quand même, des jeunes de ce genre, là vraiment c'est malheureux. Ces jeunes qui interpellent les nouvelles autorités n'excluent pas de descendre dans la rue. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous sommes rassemblés pour dire non. Et on interpelle, on appelle le maire. Nous demandons quand même le maire et les autorités centrales d'installer quand même une maternité parce que c'est un besoin. Au niveau de l'école, qu'on évacue quand même l'eau, pomper les salles pour faciliter l'accès des enfants dans les salles de classe et la réhabilitation quand même de ce foyer. Si toutefois qu'il ne quand même répond pas quand même à nos appels, nous sommes prêts quand même à élaborer un autre plan d'action. Kaolack, Mamadou Matassar pour la radio-télévision Walfadjri. Merci Mamadou Matarsar. Et puis, sitting des travailleurs de Arco Hotel, ils réclament 4 mois de salaire. Ces agents qui dénoncent leurs difficiles conditions de travail interpellent les autorités. La direction, de son côté, rassure et promet de payer les salaires dans les 24 heures. Un reportage de Rosalie Ndiaye. Malaise à Arcotel, les travailleurs en brassard rouge exigent le paiement de leur salaire et des cotisations sociales. 2 ans, il y a un monsieur qui a pris l'hôtel.
c'est M. Santoni. Depuis qu'il est là, le personnel a des problèmes. Il ne reverse pas les cotisations sociales, il ne paye pas les salaires. Quand on lui réclame nos salaires, il lui dit allez où vous voulez, je ne paye rien. On est torturé, on est humilié, on n'est plus respecté. Ce qu'il devrait faire, c'est de nous donner ce qu'il nous doit. Nous donner nos jours congés, nous donner payer l'IPM, payer l'IPRES. Parce que quand on est malade, on n'arrive plus à se soigner. Je rappelle que c'est un salaire alimentaire, ce qu'il nous doit. C'est des salaires alimentaires, ce n'est pas pour nous. C'est social. Le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, voilà le mois de septembre est cuit. 4 mois. Non, pas de salaire. Ces derniers qui disent saisir l'inspection du travail interpellent l'État du Sénégal. Ils n'excluent pas d'observer une grève de la faim si rien n'est fait. La mise en demeure, elle est là. On l'a mis de payer les salaires sans délai. Nous lui donnons 2 jours. S'il ne réagit pas, nous organisons ici une grève de la faim. Le directeur interpellé sur la situation soutient que les salaires seront payés dans les prochaines 24 heures. J'ai vu aujourd'hui mon personnel devant l'hôtel faisant grève. Et puis ils n'ont même pas posé de préavis de grève. Je le comprends, vu la Tabaski qui arrive, ce sont des pères de famille. Et vu la conjoncture aussi actuelle, entre Ebola, le visa, le tourisme est carrément zéro. Il faut nous comprendre aussi en tant que patron et investisseur. Mais aujourd'hui, ce matin, j'ai fait un gros effort. Je suis allé prendre mes propres deniers pour essayer d'éponger le maximum de retard. Mais je les comprends, mais d'ici 24 heures, tout sera réglé. Ces travailleurs préoccupés par la Tabaski et la rentrée scolaire espèrent entrer dans leurs fonds dans les brefs délais. Sinon, ils menacent de durcir le ton. Marguerite Rosalie Ndiaye, le bras de fer entre l'État du Sénégal et les transporteurs d'horaires se poursuit. Les transporteurs déplorent la discrimination faite par l'État dans la gestion du problème du transport et promettent une marche puis une plainte contre l'État du Sénégal. Des propos recueillis par Théodore Semedo. Nous avons constaté que c'est une mauvaise organisation des transports du Sénégal. D'abord, nous allons y revenir en tant que centrale syndicale avec l'ensemble des travailleurs qui nous font confiance, des chauffeurs, des transporteurs, mais dans un premier temps pour dire qu'il y a une discrimination. Ceux qu'on appelle des horaires ont l'habitude de stationner dans les quartiers. Et ça, ils sont plus proches des populations. Et c'est du social qu'ils font. On est en train de les désorganiser pour créer un désordre social dans ce pays. Et ce qui est inadmissible. Nous avons aussi constaté que des arrêtés ont été pris au niveau de la préfecture, au niveau de la gouvernance. Mais quand nous les avons examinés, nous nous sommes rendus compte que ces arrêtés violent la réglementation. D'abord le Code du travail, ensuite les conventions internationales du BIT. Ce plan d'action consiste à tenir des assemblées générales, d'autres conférences de presse, une marche de protestation pour dénoncer des violations flagrantes du droit du travail, de la législation sociale et des conventions internationales. Au plan de cette violation, nous avons le droit de porter plainte au niveau des hautes juridictions du pays, mais au niveau du BIT. Et aujourd'hui, un groupe de lobby sénégalais, d'opérateurs économiques véreux, pense qu'à eux seuls, ils doivent pouvoir monopoliser et contrôler le transport du Sénégal. C'est inadmissible. Dans un pays de droit, dans un pays de démocratie, là où la liberté d'entreprise devait être encouragée, au contraire, on se rend compte que les Sénégalais sont traqués pour des intérêts purement personnels. L'accès à l'information judiciaire, un véritable problème au Sénégal selon les femmes juristes du Sénégal. Ces dernières préconisent la démultiplication de maisons de justice et de boutiques de droit pour corriger ces manquements. Suivons ce reportage de Théodore Semedo. L'accès à l'information judiciaire, un véritable problème pour les populations, selon les juristes sénégalaises qui préconisent la démultiplication des maisons de justice et des boutiques de droit. C'est le souci que nous avons et c'est le constat que nous avons fait, c'est pourquoi l'association des juges fait de sorte que, en relation avec des partenaires et les collectivités locales qui sont normalement des institutions qui sont plus près des populations, d'ouvrir des boutiques de droit un peu partout. Ça va permettre aux gens de venir s'informer par rapport à leurs droits. Ces femmes juristes, lors d'une session de formation de parajuristes à Pékin, ont étalé aussi leur inquiétude sur la recrudescence de la violence dans notre pays, avant de préconiser l'application stricte de la loi pour corriger ces manquements. Le phénomène persiste, c'est vrai que les conventions ont été signées par l'État. Si on venait à les appliquer, tous ces problèmes peut-être seraient amoindris. Le problème se situe au niveau de l'application effective des textes que nous avons, que ce soit les textes internes ou les textes internationaux. Là où les textes internes sont mieux
On demande aux praticiens, aux juges de nous appliquer les conventions internationales qui répriment les violences. Le maire de Pikine, pour sa part, promet le soutien à ses parajuristes et propose même la mise en place de boutiques de droit dans toutes les communes de la ville pour rendre plus accessible la justice à ses administrés. Nous allons continuer à fructifier encore ce partenariat et à voir quelles sont les possibilités d'étaler ces boutiques de droit un peu partout. Si nous parvenons à le faire sur les 16 communes d'arrondissement, ce sera un très grand pas et un très grand apport pour la sensibilisation des populations pikines. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Merci à vous Théodore Semedo et nous passons à nos reportages du jour. La Tabaski, prévue ce dimanche, les tailleurs passent des nuits blanches pour satisfaire leur clientèle. Leur atelier devient leur dortoir et leur réfectoire pour éviter des impairs. Après l'effort, le réconfort, les tailleurs auront droit à quelques jours de repos après la Tabaski. Un reportage de Seynabou Ndiaye. À 5 jours de la Tabaski, c'est dans le calme de la nuit que les tailleurs s'activent. Il est 23h. Et dans cet atelier de couture, la concentration est au maximum. Le même rythme depuis 2 mois. Depuis 2 mois, nous commençons à faire vraiment. Nous passons la nuit ici à l'atelier depuis 2 mois. Mais c'est juste pour respecter les rendez-vous avec nos clients. Nous travaillons jusqu'à 5h du matin et nous reprenons à 11h. Après léegi dañuy bàyyi ba nelawaat ba ay 11h ñu yeewu commencé waat liggéey bi jëmalaat ba 5h. Elle est perleuse dans cet atelier depuis des années, mais en cette période, la fatigue se lit sur son visage. Depuis quelques jours, elle passe la nuit ici. Depuis une semaine, nous sommes ici. C'est certes difficile, mais c'est notre métier. Il faut respecter les rendez-vous et cela facilite aussi notre travail. Ousmane, le maître tailleur, veille au grain. À cet instant précis, tout doit être au point pour mieux servir les clients. Et c'est lui-même qui prend en charge ses employés, un geste apprécié par ces derniers. C'est pour faire plaisir à nos clients. Nous bouclons samedi. Je prends en charge tous mes employés. Nous mangeons très bien et de très bons plats. Des fois même 2 fois dans la soirée pour être en forme. Tout est fin prêt pour ce client venu récupérer ses habits pour la fête. Il ne cache pas sa joie. La fête de la Tabaski approche à grands pas. Les tailleurs mettent les pieds sur les pédales, histoire de satisfaire la clientèle. Hommes, femmes et enfants. Et ensuite, place à quelques jours de congé, comme pour dire la fête sera belle. Entre conjoncture et cherté du mouton, certains Sénégalais s'adonnent au jeu de concours dans l'espoir de gagner un mouton pour la Tabaski. Certains Sénégalais et islamologues sont d'avis que ces moutons ne sont pas aptes pour célébrer la Tabaski. Un reportage de Mariam Touré. En ces périodes de soudure, nombreux sont les Sénégalais qui s'adonnent à l'envoi de SMS ou d'appels vers des serveurs vocaux, histoire de décrocher un bélier pour la Tabaski. Sénégalais lambda et islamologues s'accordent sur un fait. Ces moutons que l'on gagne dans les jeux ne sont pas aptes pour accomplir le sacrifice d'Abraham. Les moutons qu'on gagne dans les loteries là, c'est pas pour la Tabaski. Que cela soit un mouton Tabaski ou un billet pour la Mecque, si cela entraîne la perte d'argent d'autrui, c'est pas bon pour la Tabaski. Si les appels et les SMS te coûtent du crédit avec lequel on va acheter un mouton et le donner à un autre participant, alors dans ce cas, c'est le même principe que les jeux de hasard et donc ces moutons ne sont pas bons à sacrifier pour la Tabaski. Ça aurait été des moutons offerts en toute discrétion et sans aucune condition, alors là oui, ils seraient bons pour la Tabaski. C'est l'avis de ce vendeur de moutons qui estime que ces jeux font leur affaire puisqu'on leur achète les moutons pour aller les mettre en pari. Ça nous arrange, on est des vendeurs et on cherche profit. Qu'on le mette en jeu ou pas, ça ne nous regarde pas. Mieux vaut leur donner un mouton en guise de au lieu de les mettre en pari.
travailler et acheter son mouton à la sueur de son front, sinon s'abstenir d'en sacrifier, sont les recommandations des citoyens rencontrés. Pour un mouton, pour le tabaski, il faut travailler à la sueur de son front. Il est plus judicieux d'acheter son mouton avec la sueur de son front. Mieux vaut acheter son mouton, qu'importe son prix et sa taille, c'est mieux que de gagner des billets dans les jeux. Et puis Tabaski 2014, des pères de famille à l'épreuve des dépenses excessives. Certaines femmes imposent l'impossible à leur mari. Ces derniers obligés de remuer terre et ciel pour les satisfaire. Des citoyens rencontrés s'en désolent et invitent les femmes à savoir que les temps sont durs. Dans ce reportage de Ramatoulaye Ba. Un gros mouton, une belle tenue, coiffure et chaussures, des dépenses à n'en plus finir pour la fête de Tabaski que certaines femmes imposent à leurs conjoints. Ce père de famille parle de folie de grandeur. Celles qui le font pas, ils sont contenus par les candidats. Moi, mon mari m'a acheté un mouton à 400, 500 000 francs. Tu vois, le voisin, là, il a un mouton de 400, 500. Et moi, tu m'amènes un mouton de 25 000 francs. Des dépenses excessives qui, selon Amina et Mami, pourraient servir à autre chose. Toutes les femmes adorent le luxe, mais il faut savoir raison garder. Personnellement, si j'avais autant d'argent, je l'utiliserais à d'autres fins, au lieu d'acheter un mouton à 500 000 francs. Il faut savoir que la fête ne dure qu'une journée. Au lieu d'acheter avec 500 000 francs un mouton, on peut en acheter plusieurs et aider les nécessiteux. Pour satisfaire leur épouse, des pères de famille ont recours à divers moyens. Parfois, les conséquences sont désastreuses, regrette Aboubakar Sow. Vous allez après la Tabaski, il y aura beaucoup de divorces. Ça, je t'assure, après la Tabaski, il y aura beaucoup de divorces. Ou les femmes qui vont aller chez eux pour dire que bon, comme tu n'as pas de mouton, j'aurai chez moi. Mais la vie continue. Le lendemain, tu as acheté du riz, de l'huile, les ingrédients qui vont à leur part de midi. Mais quand on n'en a pas, qu'est-ce que tu vas faire? À quelques jours de la Tabaski, certains pères de famille ne dorment plus que d'un seul œil. Nos interlocuteurs invitent les femmes à se ressaisir et à être plus compréhensives. Merci Ramatoulaye Ba et nous passons donc à la page internationale de cette édition avec nos confrères d'Euronews. À Hong Kong, la mobilisation des manifestants pro-démocratie reste entière. Après un week-end tendu, ils préparent une grande journée d'action demain, jour de la fête nationale chinoise. Ils dénoncent la mainmise grandissante de Pékin sur les affaires locales et réclament aussi la démission du chef de l'exécutif hongkongais. Ce dernier a lui appelé à la fin immédiate des manifestations. Les fondateurs d'Occupy Central ont dit à plusieurs reprises que si le mouvement devenait incontrôlable, ils appelleraient à y mettre un terme, dit-il. Je leur demande maintenant de respecter leur engagement et de mettre immédiatement fin à leur campagne. La situation a effectivement dégénéré dimanche, les forces anti-émeutes faisant usage de gaz lacrymogène pour déloger les manifestants. Rétrocédée à la Chine en 1997, l'ancienne colonie britannique possède depuis le statut de région administrative spéciale et bénéficie en principe d'une large autonomie. Le Premier ministre britannique s'est dit très préoccupé et a rappelé à la Chine ses obligations. Quand nous sommes arrivés à un accord avec la Chine, dit-il, il y avait des éléments de cet accord qui portaient sur l'importance de donner aux Hongkongais un avenir démocratique dans l'approche intégrant les deux systèmes, chinois et occidental, a-t-il souligné. Pékin a renouvelé de son côté son entier soutien au gouvernement de Hong Kong. Reste à savoir jusqu'où ira ce que l'on surnomme déjà la révolution des parapluies. La Turquie a renforcé son dispositif militaire à la frontière avec la Syrie. Des chars ont été déployés notamment près du poste frontière de Mourchid Pinar, les canons braqués vers la Syrie. Il faut dire que les djihadistes du groupe État islamique se trouvent à quelques kilomètres de là. Ils assiègent la ville d'Aïn al-Arab, troisième ville kurde de Syrie. Côté turc, la réponse se précise. Les autorités envisagent de participer à la coalition internationale. Le Parlement turc doit s'exprimer sur la question ce jeudi. Parmi les priorités, expliquait il y a quelques jours le président turc, la première, c'est d'instaurer une zone d'exclusion aérienne à la frontière. Et la deuxième, c'est de définir une sorte de zone tampon à l'intérieur même de la Syrie.
Dans cette région du nord de la Syrie, Ain al-Arab, Kobané en langue kurde, est la principale ville qui ne soit pas encore tombée aux mains des djihadistes, d'où son importance stratégique. Mais les combattants kurdes et les frappes aériennes de la coalition internationale ne semblent pas en mesure d'enrayer la progression des militants islamistes. Les violences dans la zone ont entraîné ces derniers jours l'exode de près de 150 000 Syriens vers la Turquie. C'est parti pour le 7e round de négociations sur le traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Des centaines d'experts de la Commission européenne et de l'administration américaine sont réunis pour une semaine ici à Chevy Chase dans le Maryland pour plancher sur ce traité appelé TTIP. Les deux camps cherchent à aligner leur réglementation pour faire sauter les freins au commerce. Si nous concluons cet accord, nous aurons une influence pour établir des normes exigeantes en matière de protection de l'environnement, des consommateurs et de la santé dans le monde, affirme l'ambassadeur de l'Union européenne aux États-Unis. Nous serons en meilleure position pour faire appliquer nos valeurs et nos principes, les protéger et les promouvoir. Les dernières semaines et les derniers mois ont attiré notre attention sur les énormes défis sécuritaires qui pèsent sur nos sociétés. Le TTIP est une manière de répondre à ces préoccupations. Bruxelles assure que l'économie européenne pourrait en tirer près d'un demi-point de croissance de son PIB en plus chaque année. Mais la société civile européenne, et surtout allemande, craint un nivellement par le bas des normes environnementales ou encore sociales. Les négociations du TTIP qui continuent dans le bâtiment derrière moi durent depuis un an, mais leur issue est plus que jamais incertaine. Les élections américaines de novembre peuvent avoir des conséquences imprévisibles pour le TTIP. Ces nombreux détracteurs européens seraient tout simplement ravis que le projet échoue. Stefan Grobe, Euronews, Chevy Chase, Maryland. Un mot de sport, en bref, basket, tournoi monté en première division. On aura une idée exacte sur les équipes masculines qui seront qualifiées pour monter en première division la saison prochaine à l'issue des demi-finales prévues cet après-midi au stadium Marius Ndiaye à 16h. Basket Club contre la Jeanne d'Arc et 17h Mbour Basket Club fera face à CEFAC de Thiès. Nous y reviendrons plus amplement avec notre coach maison Chertidiane Gomis dans nos prochaines éditions. Et nous passons au magazine de la rédaction ce mardi Actu Média avec Marguerite Rosalie Ndiaye. Aujourd'hui, on s'intéresse aux conditions de travail des journalistes stagiaires dans les rédactions. Ils sont nombreux, ces jeunes qui sortent des écoles de formation en journalisme et communication et qui font des stages renouvelables plusieurs fois. Pourquoi ces stages à durée indéterminée? Les éléments de réponse dans ce numéro. Des stages éternels, je dirais. Hein. On te signe 3 mois, tu épuises les 3 mois, ils disent encore 3 mois, après 3 mois. Mais jusqu'à quand est-ce? Il y a une réciprocité dans l'exploitation. Toi, tu vas te dire que mais je suis exploité, certes, mais dans cette exploitation-là, moi, j'en apprends quelque chose. Le stage se définit comme une période pendant laquelle une personne exerce une activité temporaire dans une entreprise. Mais dans l'environnement médiatique sénégalais, on note des stages à longue durée, chose déplorée certes, mais qui trouve des explications. Les gens disent qu'ils veulent des contrats à durée indéterminée. Maintenant, on donne des stages à durée indéterminée. Ça n'est pas normal du tout. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les jeunes journalistes qui viennent d'arriver sur le marché se trouvent dans des situations où ils n'ont nulle part où aller. Ils ont appris quelque chose, ils ont bien envie de pratiquer. Bon, mais écoute, on leur propose quelque chose de manière très malhonnête. On les laisse dans les rédactions pendant des mois, pendant des années, et puis bon, ça continue comme ça. On est dans une profession où la qualité a son prix. Et un très bon journaliste ne fera jamais des stages indéterminés. Est-ce que vous voyez? Quand vous avez un bon élément et vous vous rendez compte, vous lui faites un CDI, un stage pendant 6 mois, qu'il est en train de faire un très bon travail, un travail qui est apprécié, qui est perçu par le public, certainement que c'est un élément qui, si vous ne le retenez pas avec les moyens qu'il faut, va finir ailleurs. Donc là également, je pense qu'il faut qu'au niveau même des journalistes, que les gens aient cette conscience que c'est eux-mêmes qui sont leurs propres agents
disons, pour valoriser leur situation. Je pense qu'un stage doit être limité. C'est ce que dit la loi. Dans cette affaire-là, il est question de loi. Et les gens ne respectent pas la loi. C'est ça qui est dommage. Et l'État a le devoir de régler ces problèmes-là. Toute personne ou entreprise qui ne respecte pas les lois doit subir les rigueurs de celles-ci. Et donc malheureusement, ça, on ne le voit pas dans nos pays. Et c'est extrêmement compliqué. Un reporter, il travaille parce que justement, il a envie de nourrir. Ils acceptent de faire des stages de longue durée. Ils pensent que derrière, il y a le contrat. Alors que souvent, ce n'est pas le cas. L'éthique et la déontologie sont mises en jeu. Ces stages à durée indéterminée exposent les journalistes à des pratiques contraires à ces valeurs sacro-saintes qui constituent les fondamentaux du journalisme. C'est qu'on expose ces journalistes à la corruption. On les expose à accepter d'être de connivence avec des pouvoirs qui leur donnent de l'argent. Et on les expose à toutes sortes de pratiques qui n'ont rien à voir avec la pratique respectueuse de l'éthique et de la déontologie. Si on n'a pas l'esprit tranquille, si vraiment on passe à son transport, si on passe à beaucoup de choses, mais on n'est pas à même de pouvoir exercer correctement notre métier. Après, on vient nous demander, il ne faut pas prendre les perdiums. Mais les journalistes sont contraints de prendre ces perdiums. Ils sont vraiment obligés parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Tu pars en reportage, des fois, tu n'as rien. Tu n'as même pas d'argent pour prendre un taxi après le reportage rentrer chez toi. Donc c'est vraiment des problèmes qu'on rencontre dans ce métier. La responsabilité est partagée selon ces professionnels de l'information qui pensent que la solution réside dans le changement des fonctionnements des entreprises de presse qui, il faut le dire, pour la plupart, tirent le diable par la queue. Je pense qu'on gagnerait, je ne sais pas quand est-ce qu'on va y arriver, mais avoir de grands groupes de presse au lieu d'un journal par-ci, une radio par-là, faisant vraiment à la petite semaine, là, je pense qu'on gagnerait à avoir de grands groupes de presse fonctionnant selon des normes d'une entreprise économique, avec ce qu'il faut pour une radio, ce qu'il faut pour une télévision, ou ce qu'il faut pour un journal, ou même un site internet. Et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. L'État, en ne bougeant pas et en continuant à donner l'aide à la presse à certaines entreprises de presse, contribue un peu à nourrir cette précarité, à la financer. Et je trouve que c'est dommage. Donc il est temps qu'on règle ce problème-là de façon définitive. C'est la situation économique qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait un environnement des médias, un environnement économique qui soit beaucoup plus positif. Permettre aux médias de pouvoir exister, non pas en tant que, disons, entité précaire, mais en tant qu'entité qui peuvent se développer, en tant qu'entreprise réellement. Et à partir du moment où ces moyens-là existent, il faudrait que l'État soit beaucoup plus regardant sur ce qui se passe dans les entreprises de presse. C'en est tout pour votre rubrique Actu Média. Merci à toute l'équipe qui m'avait accompagné. Merci également à vous. Rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro. Merci à vous, Marguerite Rosaline Ndiaye. Nous passons à présent à la revue de presse. Elle est lue par Gorgui Samba Ndiaye. Bonjour. Dans le cadre de la redynamisation de Benno Bokk Yakaar Renseignement, le président de la République a décidé d'allouer mensuellement une somme d'1 million de francs CFA à chaque parti de la coalition. Mais, avertit le journal, certains membres de la mouvance présidentielle qui n'ont pas encore reçu leur subside n'ont pas pour le moment confirmé l'information. Quoi qu'il en soit, indique mon confrère, Yonou Askan Wi invite toutes les parties prenantes de Benno Bokk Yakaar à mettre les ressources du pays à la disposition de son vrai propriétaire et destinataire, à savoir le contribuable sénégalais, pour la satisfaction de ses besoins pressants et prioritaires. Faut pas en tout cas compter sur le régime de Macky Sall pour satisfaire les besoins des Sénégalais, semble dire Moussa Touré à la une de Direct Info. Un régime, selon l'ancien ministre de l'économie et des finances, caractérisé par son amateurisme et son incompétence. Il a aussi évoqué la cité de l'émergence et la réfection du building administratif, des chantiers qui, selon lui, installe le doute sur une fumée de corruption. Ensuite, Moussa Touré s'est prononcé sur la situation des industries chimiques du Sénégal, de la société africaine de raffinage, le couple IDE, SONES SDE, la Sénélec. Rien de bon, regrette l'ancien patron de l'UEMOA, qui indique par ailleurs que le plan Sénégal émergent